C'est un texte dont la complexité est réduite au minimum, mais elle est là. Alors, on va le lire, et on va donc non pas décomposer les rimes, le sens, et refaire les connexions, tout ça, c'est pas la peine, ça nous intéresse pas. Ce qu'il nous faut, c'est quel est le point de complexité du poème, et comment le poème s'y prend pour le déployer. Vous voyez, parce que quand c'est complexe, c'est un truc tordu comme ça, très compliqué. Quelqu'un peut dire oui, puis il dit non. On dit tiens, pourquoi il fait comme ça? Et on approche et on essaie de comprendre. Ah oui, il dit oui, alors, au lieu de dire non, parce qu'il a en fait, il a des problèmes. Et on va voir de quel ordre. D'accord? Et généralement, quand un poète, un créateur se heurte à une complexité, c'est-à-dire qu'on construit une complexité, c'est justement pour qu'elle existe, c'est pas pour qu'elle soit plus simple. Si c'était plus simple, ça ne serait pas l'œuvre. Je vous donne un exemple. Prenez le dernier vers. Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute? Si on l'aborde de notre point de vue, il faut lui donner toutes ses chances à chaque mot. Est-ce que ce poète dit avalanche, enlève-moi ce déchet, emporte-moi ce déchet dans ta chute, puisqu'il s'est décrit comme un déchet et que tout le monde a dit qu'il veut mourir, soi-disant. Moi, je ne pense pas qu'il veut mourir, mais enfin, on verra de plus près. Pourquoi il dit pas avalanche? Il s'adresse aux éléments. Avalanche, enlève-moi ce vieux cheval, qu'on en finisse. C'est pas ça qu'il dit. Il dit avalanche, veux-tu? Veux-tu? Et c'est une interrogation. M'emporter dans ta chute. Ça nous interroge. C'est plus compliqué que s'il dit allez, avalanche, qu'on en finisse, c'est la fin. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Au vers 13, je contemple d'en haut le globe en sa rondeur. Il faut le faire. Donc, le même qui dirait à son esprit, vraiment, t'es pas à la hauteur, le même dit, je contemple le globe d'en haut, en sa rondeur. Et il se prend pour qui? Donc, je vous dis d'emblée, le point de complexité du texte, comme dans beaucoup de textes que nous avons abordés, c'est quand il y a deux phénomènes qui sont incompatibles et qui essayent quand même de coexister, de compatir. Quand il y a une déchirure, une cassure, une opposition, quelque part inconciliable. Et ici, quelle est l'opposition? Il y en a des oppositions. Il y en a même une que personne, curieusement, n'a remarquée, mais qui est assez intéressante. C'est un poème qui a 15 vers, 7 se terminent par d'heure et 8 par ut. Il n'y a que 2 rimes. Ut, d'heure, ut, d'heure, ut, d'heure. Il faut le faire. Donc il y a peut-être une question d'heure et une question de chute, brute, pute, lutte, but. Voilà. Hein? Bon, mais peu importe. Ça, c'est des classements faciles. La vraie opposition, on pourrait ajouter une autre opposition qui est assez forte quand même, qui est non pas autrefois et aujourd'hui. Ça n'a aucune complexité. Autrefois c'était bien et aujourd'hui c'est pas bien. Ben non, c'est pas ça. C'est la vraie opposition, c'est le temps avec espoir et le temps sans espoir. Ça, c'est déjà plus précis. Autrement dit, c'est presque une exploration du temps. Qu'est-ce qui fait
que le temps avec espoir, il a certaines qualités. Et quelles sont les qualités du temps sans espoir? Eh bien, déjà, on peut voir le temps sans espoir, il s'égrène minute par minute, que ce soit pour m'engloutir ou pas. Le temps avec espoir, il y a une course, il y a une chevauchée. Érotique, guerrière, tout ce qu'on veut, mais il y a une chevauchée, il y a une course. Donc il y a une opposition entre le temps avec espoir et le temps où il n'y a plus d'espoir, et c'est quand même le temps. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que ce qui donne au temps une certaine richesse de ses qualités, c'est une propriété qui n'appartient pas au temps, mais qui est notre façon d'investir le temps. Parce que l'espoir, ça veut dire je mise, j'investis le temps qui n'est pas, le temps à venir. C'est ça l'espoir. L'espoir, ça veut dire je mise. Si je perds, tant pis. Mais moi je dis, il va arriver quelque chose. Je vais arriver à quelque chose, mais peu importe. Ça arrivera, quelque chose va venir, un événement va arriver. Dans le temps sans espoir, ça se passe minute par minute. Autrement dit, c'est le temps objectif, le temps de tout le monde. Le temps, heure par heure, jour par jour, on s'en fout. C'est le temps mesuré, régulier, le temps sans événement. Or, messieurs, dames, écoutez ce poème et vous allez voir qu'il est entièrement structuré sur quelque chose de très compliqué, à savoir, compliqué mais qu'on peut délimiter, à savoir qu'il y a un je qui parle à un moi, à un me. Je lis, morne esprit, autrefois amoureux de la lutte, l'espoir dont l'éperon attisait ton ardeur ne veut plus t'enfourcher. Couche-toi sans pudeur, vieux cheval, dont le pied à chaque obstacle bute. Mais ça, vous voyez, on est sur scène. Il y a quelqu'un sur scène, c'est moi, c'est me. Vous voyez, un moi qui, voilà, qui lutte ou qui lutte pas, ou qui est fourbu, ou qui veut quand même, etc. Et puis, dans les coulisses, ou en haut, il y en a un qui lui dit « Hé, mais t'es con, allez, couche-toi, fini, tu ne vaux plus rien. » Mais celui qui dit ça, est-ce qu'il vaut quelque chose? Eh bien, celui qui dit ça, il se prend pour un dieu. Rien que ça. Donc, il y a deux niveaux. Donc, la complexité du poème tient à deux niveaux qui sont vraiment durs à raccorder. Et je vous le refais remarquer. Si je prends un vers quelconque du début, il n'y a plus d'espoir, résigne-toi, tu es vaincu, etc. Le printemps n'a plus d'odeur, patati patala. Et puis on tombe sur « Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur, et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. » Ah, mais ça, c'est un autre style. Si c'est un cheval fourbu, je vois mal comment il va contempler le monde du haut de sa rondeur. Ce qui veut dire qu'on a ici une véritable cassure. Comme dans tous les textes qu'on a étudiés, on avait le type qui tombait et puis qui réfléchissait à sa chute, enfin toutes sortes d'exemples. On a deux niveaux qui n'arrivent pas à s'accorder et qui méritent d'être explorés chacun pour son compte, séparément, mais aussi dans l'espèce d'articulation qui doit amener quelque chose. Donc le poème déploie le dialogue d'un je, JE, qui n'apparaîtra qu'à la fin, mais qui apparaîtra dans deux vers. Je contemple dans le globe et je n'y cherche plus. Et il parle à un tu varié. Lui, il parle à un tu qui était vieux cheval.
Allez, résigne-toi, mon cœur, mon esprit. Il parle à des instances qui font partie de lui, mais qui ne sont pas tout lui. Donc, pour créer une partition, il se coupe en deux parties. Et on me dirait, qui c'est qui parle? C'est pas son esprit qui parle, puisqu'il parle à son esprit. Donc il dit, mon esprit, zéro. C'est pas son cœur qui parle, il parle à son cœur. Donc il y a quelque chose là, point de complexité. Donc il parle, il dit, allez, tu es vaincu, il n'y a plus de goût, etc. Et il s'adresse aussi au monde. Plaisir, ne le tentez plus. On dirait une infirmière, qui dit non, il est malade, là, il ne peut pas. Passez chez les suivants avec vos fleurs, et puis vos fesses. Bref, ne le tentez pas. Voilà. Ça ne vaut pas le coup. Très bien. Donc il parle. Il y en a un qui parle, et il mérite quand même qu'on l'écoute dans ce qu'il veut dire avec précision. Alors c'est vrai qu'il parle il dégage une formation moïque en quelque sorte, il parle à un moi qui a un cœur, des sentiments, qui a un esprit, qui a une fatigue, qui veut courir, qui veut être encore un peu, qui veut encore un peu. Donc on a un moi qui veut encore un peu de moi. Et c'est le boulot du moi. Le moi, il est moi, il veut encore, il n'y a pas encore un petit plaisir, et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Et puis, à son pied, à chaque obstacle bute, mais il continue d'avancer. C'est pas le cheval qui dit « j'en ai assez, c'est pas possible ». Pas du tout. C'est je qui dit « regarde ». C'est je qui dit « arrête ». Ton pied à chaque obstacle bute. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord que le point de fracture qui traverse et qui porte tout le poème, c'est cette opposition entre quelqu'un qui tient un discours à des instances de lui-même qui continue à vouloir vivre et qui les convainc finalement que la vie qu'elles peuvent absorber est plus que compromise. Elle est plus que compromise parce que il s'est passé un événement assez étrange qui nous amène en fait à une autre complexité. Il dit « l'espoir ne veut plus de toi ». Et ça veut dire quoi? L'espoir ne veut plus de toi. Si cette instance moïque à qui il parle, son cœur, son sexe, son esprit et tout ça, si cette instance avait de l'espoir, c'est son droit. Mais lui, il lui dit, l'espoir ne veut plus de toi. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a deux espoirs. Il y a ce que moi espère, voilà, je claudique, je trébuche, et puis j'espère passer quand même. Ou bien il y a des plaisirs, il s'amenuise, mais j'espère, je suis tenté. Tenter, ça veut dire espérer. Être tenté, c'est une autre sorte de... Donc il dit, toi, c'est-à-dire, il s'adresse à son moi, il dit, tu donnes tous les signes qu'il y a de l'espoir en toi. Tu espères. Regardez toutes les espérances. Ne veux plus. Couche-toi sans pudeur. Donc on voit le vieux cheval, c'est-à-dire le moi du sujet, qui aimerait bien arrêter, mais qui n'arrête pas. Et l'autre lui dit, allez, plus de pudeur.
La pudeur, c'est une forme d'espoir. Il a préservé son image. Et non, quand même pas, je ne vais pas me coucher là. Il dit, allez, couche-toi sans pudeur. C'est une forme d'espoir. Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute. C'est encore une phrase frontalière. C'est-à-dire si le pied à chaque obstacle bute, ça veut dire qu'il a l'espoir de passer. Et en même temps qu'il a du mal à passer. Mais c'est lui, le jeu, J-E, le joueur poète, qui est au-dessus, qui dit « Hey, ton pied à chaque obstacle bute !» Et qui lui donne même le secret. Il dit « L'espoir ne veut plus de toi. » Donc toi, tu voulais de l'espoir, tu viens avec un peu d'espoir, et l'espoir ne veut plus de toi. Il y a deux espoirs, l'espoir que nous avons et l'espoir qu'on peut rencontrer dans l'autre. Il y a l'espoir de l'autre. L'autre comme espoir. On dit, est-ce que je vais avoir la chance? Est-ce que les dieux vont m'être favorables? Est-ce que je vais avoir la baraka? Est-ce que ça va... Voilà. Est-ce que ça veut dire que espérer, ça n'est pas simplement investir l'avenir, c'est rencontrer de la part du temps qui vient un signe, un contre-investissement qui ferait qu'il vous a distingué, qui dit ah ouais, pas mal, pas mal. C'est-à-dire qu'on aura séduit suffisamment le temps pour que l'espoir donne des coups, vous voyez, des coups d'éperon, voilà. Et donc, il y a la quête d'un événement qui serait la rencontre de deux espoirs, c'est-à-dire de deux désirs. Celui du sujet, celui du moi, qui dit, qui voudrait faire encore, qui voudrait aimer encore, qui voudrait... Et l'autre, qui ne lui fait ou ne lui fait plus de place. Donc là, il y a une catastrophe, l'espoir ne veut plus. Ça ne veut plus. On dit, alors, c'est qui le ça? Ça ne veut plus. Et si ce ça, c'était le destin? Et si c'était des forces vastes et obscures qui conditionnent l'histoire de ce sujet? Et si ce ça, c'était le jeu, J-E, qui est dans les coulisses et qui dit « l'espoir ne veut plus de toi », ça veut dire « moi, je veux plus de toi. Je veux plus de ça. Je veux plus de quoi? Mais de cette médiocrité aussi. Et pas seulement des splendeurs d'antan. Parce que quand il se place dans l'évocation nostalgique des splendeurs d'antan, des chants de cuivre et des soupirs de la flûte, il se place dans la peau du moi. Il dit ah oui. Toi, vieux maraudeur, ça veut dire que tu allais séduire, prendre, piquer des plaisirs partout, hein, même hors la loi. L'amour n'a plus de goût. Esprit vaincu. Pour toi, l'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute. C'est presque une leçon d'éthique qui lui dit. Et pourquoi tu te forces à aimer si tu n'as plus le goût d'aimer? Tu le fais alors pour combattre quoi? L'angoisse de la mort? Pour te tromper? Il y a quelque chose d'autre dont tu n'as pas encore le goût. Et c'est évidemment le goût du néant qu'il va essayer de lui transmettre. Mais comme un goût positif. Parce que ce vieux cheval, ce vieux maraudeur, il n'a pas le goût du néant. Lui, il est prêt à brouter tout ce qui arrive. Et il est prêt à faire quelques pas encore. Et il est prêt même à la nostalgie des chants de flûte et des cuivres. Et l'autre essaye de dire, mais non, le printemps adorable a perdu son odeur. On va dire, tiens, le printemps c'est le temps, le premier temps. Hein, c'est le primat
du temps, la naissance du temps après la mort hivernale, ben, n'a pas d'odeur. Ça veut dire que nous avons perdu le sens du temps. Le sens au sens le goût du temps. Ça ne prend pas à la gorge, c'est insipide. Je veux dire alors, résigne-toi, dors ton sommeil de brute. Et cette façon de tourner les choses est admirable. Il ne dit pas dors avec un sommeil de brute, il dit ton sommeil de brute. Ben, dors-le, bouffe-le ton sommeil de brute. Je veux dire, bouffe ta nourriture qui n'a pas de goût. Un sommeil de brute, c'est un sommeil sans rêve. C'est-à-dire sans désir. Parce que sans espoir. Ben alors, dans ce cas, vas-y. Couche-toi sans pudeur. Esprit vaincu, fourbu. Donc là, celui qui parle, l'auteur, le poète, le jeu J-E poétique, se penche sur son esprit et dit, mais en tant qu'esprit, tu es fourbu, tu es fatigué, tu es épuisé. Pour toi, vieux maraudeur, l'amour n'a plus de goût. C'est-à-dire, l'amour n'a plus de goût et l'anti-amour non plus. C'est-à-dire les déchirements de l'amour par lesquels il essaye de se reprendre. Donc tout ça, c'est facile, aucune complexité là, qu'on peut lire. Adieu donc, chant du cuivre. Adieu donc. Le adieu donc est une déduction. Il dit, mais qu'est-ce que tu t'accroches ? Puisque tu n'as plus de goût, tu es fatigué, adieu donc. Dis adieu à toutes les choses que tu ne désires plus. Et on verra. Et l'autre dira, ah bon, mais alors quoi ? Alors il n'y aura plus rien. Parce que c'est une vraie feinte. C'est un poème, quand on le lit, on dit, ah ouais, état dépressif. Voilà. Très bien, état dépressif. Et puis, j'ai eu droit à tous les retours à la mer. Si vous voulez me faire plaisir au psy, c'est gentil. Tous les retours à la mer ont été signalés. Mais, je veux dire, à la limite, c'est en dire plus et inutilement. C'est pas ça la complexité. Comprenez ? Parce que le linceul, le blanc de l'avalanche et tout ça évoque assez le retour, la rondeur évoque le ventre maternel si on veut. Et ça, c'est des images qui se suffisent à elles-mêmes. Oui, et qui à la limite poserait une autre énigme. Si la rondeur c'est le ventre maternel, qu'est-ce que ça veut dire la regarder de haut ? Ça pourrait plutôt être la rondeur terrestre, qui en tant que la Terre est le retour aux sources, à l'origine. Très bien. Alors là, la regarder de haut, ça veut dire je ne suis plus de ce monde. C'est-à-dire j'ai décollé. C'est pas je déprime. C'est tu déprimes. Tu déprimes, tu es là en train de te battre. Tu déprimes mal. Voilà ce qu'il dit à son moi. Il dit tu déprimes mal, tu es en réalité, il lui fait presque un diagnostic médical, en réalité tu es déprimé et tu es en train d'essayer de te tromper. Mais non, plonge dans ta déprime, allez, dors ton sommeil de brute. Somnifère. Hop. Cure de sommeil. Ce type est à soigner, quoi. Mais il y en a un qui ne demande pas du tout à être soigné. C'est celui qui parle. Arrêtez ce massacre. Voilà. Le printemps. Arrêtez d'insister pour bouffer des choses qui n'ont plus de goût, et qui n'ont plus d'odeur, etc. Et là, il y a une petite transition entre le me et le je, entre le moi et le je. Oui. Et le temps m'engloutit. Remarquez qu'il n'y a que deux choses qui ont eu une majuscule. Pas l'amour, il n'y a que deux choses qui sont majuscules.
dans le poème, c'est l'espoir et le temps. C'est comme si c'était deux temps séparés. Je vous l'ai dit dès le début. Il y a le temps avec espoir, c'est même l'espoir, c'est-à-dire le temps vivace, le temps de l'épreuve, de l'empoignade, de la bagarre, de l'ardeur, de la baise, éventuellement si on prend la métaphore érotique, mais oui, tu es enfourché, très bien. Il y a le temps où quelque chose est promis, quelque chose va se passer. Et puis le temps glauque, d'ailleurs où il ne se passe rien, qui s'égrène, qui compte, minute par minute. Alors m'engloutit. À la limite, là il commence à revenir parce qu'il semble dire, si c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais y passer aussi. Je vais y passer. Dire je vais être englouti. J-E. Donc on tombe sur une vraie contradiction. Je risque, vous voyez, le temps m'engloutit comme un corps, comme la neige immense, un corps pris de raideur. Ça, il faut entendre ces deux phrases comme une frontière entre là, le type qui est moribond, là, et qui continue à résister, et qui en fait est dans la neige, et qui en fait va se pétrifier, et il n'y aurait plus de jeu. Alors là, les deux derniers vers du dernier quatrain posent un vrai coup de gong. On dit « Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur ». C'est-à-dire, je regarde le monde. J'ai encore lieu, hors de ce globe, de cette boule, j'ai encore lieu d'être. Quel lieu d'être? Contempler. Contempler quoi? Contempler, non pas la mort. Est-ce que même il y a un seul endroit où la mort est nommée? Pas que je sache. C'est pas la mort. C'est je contemple d'en haut le globe en sa rondeur et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. Ça veut dire je n'ai pas l'intention de m'y retrouver. Je ne veux pas du monde comme lieu d'être. Je n'ai pas l'intention. Moi, je n'ai pas l'intention, mais j'enlève le moi, parce que c'est le moi, on a vu qu'il avait une fonction très précise. Je n'ai pas l'intention de chercher l'abri d'une cahute. On peut dire l'abri dans le corps de la mer, ok, mais c'est pas le point essentiel. C'est pas d'abri. Je ne veux pas m'abriter de quoi? Eh bien, d'un événement sublime, cataclysmique, où il espère que une espèce de tremblement du monde, une espèce de secousse d'être géante, avalanche, si elle veut bien l'emporter dans sa chute, mais c'est une question. La complexité du poème tient à une question où le jeu, une fois qu'il s'est extrait du monde en élaguant, en se simplifiant de toute sa partie moïque, minable, dans sa jouissance et dans sa nostalgie, etc., ce jeu dégagé rêve de quoi? De dialoguer avec les éléments et de dire, de poser une question, et il la pose, il ose la poser. Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute? C'est pas la chute du cheval et tout ça qui l'intéresse, c'est la chute cosmique, céleste, la chute sur le monde d'une avalanche. Autrement dit, et vous voyez bien, il a raison de poser ça en forme de question. Il ne dit pas « Avalanche, emporte-moi ce moribond » et qu'on en finisse. Il dit « Avalanche, veux-tu m'emporter » Le poème
résout sa complexité par une question dont la réponse est indécidable. Vous imaginez l'avalanche disant « Oui, j'arrive ». En disant pire encore « Non, pas d'avalanche ». La question n'a pas de réponse. Et c'est là-dedans que s'accroche le poème. Et c'est pourquoi le poème s'offre le luxe, comme certains romans, comme certains grands textes, s'offre le luxe d'une grande platitude. La vraie platitude enneigée, c'est tout le poème avant qu'on parle de neige. Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte, l'espoir, on les prend à tiser, on ne veut plus t'enfourcher. Le temps ne veut plus de... Pas le temps, le tremblement de temps. C'est ça l'espoir, le tremblement de temps ne veut plus de toi. À la limite, toute la première partie pourrait se résoudre par une espèce d'acte thérapeutique, analytique, où le moi malade en question irait sonner chez un psy en disant « Pourquoi l'espoir ne veut plus de moi ?» Oui, ce serait comique. Ouais. Pourquoi la vie ne veut plus de moi? Moi, je me bats, je fais... Et là, on serait dans le psychologique. Et le poète choisit délibérément la ligne de fuite, la transversale. Il n'en a rien à faire de cette issue. Parce que c'est autre chose qu'il vise. Et c'est souvent, les poètes, c'est des malins aussi. Et c'est souvent qu'ils font un poème comme ça, qui ronronne, et puis à la fin, la pointe est bien clouée, bien enfoncée juste là où ça fait mal, juste au point le plus compliqué, et elle réussit son coup, si je puis dire, qui n'est pas seulement de donner de la souffrance, mais du soulagement qui dégage. Je pense par exemple au poème de Verlaine, vous savez, il dit « Le ciel est par-dessus le toit ». Vous voyez, si bleu, si clair, on dit « Oh là là, quelle carte postale, un arbre, la cloche dans le ciel, les bruits de la vie, là, il dit ouais, c'est sympa tout ça. Et puis, qu'as-tu fait, toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait? Alors là, on voit quelqu'un qui parle à un tu. Le poète parle à lui-même. C'est la même technique, mais la réponse est différente chez Verlaine. Qu'as-tu fait, toi, que voilà pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Et la question reste en suspens. Mais on a déjà une petite réponse. Il a fait un poème. De ses pleurs, il a fait un poème. Ici, Baudelaire, c'est un cran au-dessus quand même. C'est une pointure au-dessus. Il veut plus que faire un poème. Il veut poser une position poétique du jeu, J-E, et du jeu poétique face et au monde et aux minabilités de son moi, pleurant sans cesse, cherchant encore quelques petits plaisirs, etc. La complexité du poème ne vient pas de tout ce qui se passe dans la première partie qui prend les 3/4 du poème, ne vient pas de la complexité psychologique d'un des personnages. La complexité vient du dialogue entre les deux et du fait que l'un des deux doit carrément tuer l'autre. Le tuer, mais au sens en finir avec. Mais là, c'est presque une position spiritualiste, ascétique, que vous pourriez trouver chez je ne sais pas, dans des textes hindous, dans des textes de mystiques, etc. C'est épure-toi, mais pas de ta chair, ça suffit pas, de ton esprit, pour t'affronter à la dimension cosmique du temps. Et vois si tu es capable de jouer avec le temps, de lui arracher de l'espoir, de lui arracher un événement ravageant, peut-être fatal, mais au moins marquant. Autrement dit, il n'y a plus dans l'autre
mais dans le temps et pour des raisons totalement énigmatiques. Il n'y a plus de désir pour toi. Et ça correspond à une expérience clinique. Vous avez des gens qui sentent du désir, qui sentent de l'envie de vivre, qui sentent de la vitalité, etc. et qui viennent vous dire, mais j'ai l'impression en même temps que ce n'est pas pour moi, qu'il n'y en a pas pour moi. C'est comme si il n'y avait pas dans toute l'humanité un être qu'ils puissent rencontrer, un être qu'ils puissent... voilà. Donc c'est chez l'autre, avec un grand A, qu'il n'y a pas pour eux de réserve. Donc qu'il n'y a pas pour eux d'espoir, c'est comme si on disait l'autre n'attend rien d'eux. Ça peut correspondre à des expériences traumatiques infantiles. S'ils ont eu affaire à des parents qui, par exemple, étaient dépressifs, s'en foutaient, n'attendaient rien d'eux, et eux passaient leur temps à essayer de l'impressionner, et puis finalement à se résigner. Bon, l'autre n'attend rien de moi. Voilà une forme concrète, fréquente, de la perte de la phrase « l'espoir ne veut plus de toi ». C'est-à-dire le désir ne veut plus de toi. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que le discours de « je » dans ce poème essaie de pousser le moi à bout. C'est-à-dire de l'amener à assumer vraiment cette fin d'abord de tous les signes extérieurs de richesse, comme on dit, de tous les signes extérieurs de désir. Le printemps, mais non, ça n'a plus de goût. C'est terminé. Mais pas c'est terminé parce que tu es trop vieux. Ça n'est pas dit une seule fois. Si, il y a bien vieux cheval. Bon. Mais est-ce qu'un vieux cheval goûte moins l'herbe? C'est pas évident. Tant qu'il y a la vie, en réalité, il y a l'espoir. Mais là, il dit justement, il n'y a pas d'espoir. Donc il décrit une forme assez limite que l'autre n'arrive pas encore à vivre. Même avec tout ce que je viens de dire, ça n'est pas encore si simple. Et peut-être qu'on laissera cette complexité en l'état, parce que ce n'est pas si simple de concevoir quelqu'un qui se parle à lui-même pour convaincre des parties moïques de lui-même d'abandonner, alors que lui-même n'abandonne pas, mais que ce à quoi lui il tient, c'est le néant, positivement, et que la partie fragile de lui refuse de s'anéantir. Vous voyez, continue à espérer, à se laisser tenter, etc. Autrement dit, c'est vraiment complexe. On voit, c'est pas si simple de représenter, par exemple, la manière de prendre place dans ce double temps. Le temps sans espoir, le temps avec espoir, comment il se vit? Alors il y a du passé, il y a du présent, parce qu'il y a peut-être de l'avenir. Je vous défie de faire un dessin avec ça. Et s'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de présent. Ah, c'est embêtant. Mais il n'y a plus de passé non plus. Donc s'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de temps. Or, il y a du temps, minute par minute. Donc vous voyez qu'à partir de... Quand on a assumé cette dualité, cette tension dans le dialogue du poète avec lui-même, on entre dans des complexités tout à fait perceptibles sur la substance du temps, et pas sur sa façon de s'écouler, mais de se vivre. Qu'est-ce que ça veut dire le temps avec espoir et le temps sans espoir? À la vie et à ses plaisirs, j'oppose comme un pôle irréductible le goût du néant. Et à la limite, on pourrait presque prendre ça comme un petit conseil de vie. On dit, ça va pas, hein, toi, ça va pas bien en ce moment. Il faudrait que tu prennes un peu des petites pilules de néant.
Hein? Tiens, on va t'initier au néant. On va te donner le... Eh oui. Et vous savez d'ailleurs que c'est une des vues premières de la drogue. Sauf que, comme pour le suicide, quand on se tue, c'est pour se donner la vie. L'ennui, c'est qu'on n'est pas là pour en jouir après. C'est dommage. Si on pouvait le faire... Enfin, on le fait souvent pour de faux, justement, une tentative. TS. Les hôpitaux connaissent plus de TS que de S. Et c'est heureux. Mais la drogue dit, ah, tiens, donnez-moi un petit goût de néant. On dit, ouais, mais on est anéanti, c'est embêtant. Donc, il faut pouvoir goûter au néant sans être anéanti. Si vous pouvez ça, alors vous avez compris le poème. Oui? Moi, je suis assez d'accord avec votre jeu poétique, là. Est-ce que, selon vous, ça peut refléter un problème d'entrer dans la création, en fait? Okay. Dommage, j'ai pas mon Baudelaire ici, mais il y a un poème que je vous recommande de lire. Et le titre, c'est Léo Tantou Méroménos. Vous connaissez? C'est, vous en connaissez quelques vers, en tout cas il y en a un ou deux que j'ai en mémoire, c'est Je suis la plaie et le couteau. Ah oui. Oui. C'est-à-dire que son problème, c'est justement d'être l'un et l'autre. Et c'est bien une position divine, entre guillemets, de créateur. C'est-à-dire, il faut être l'un et l'autre, puisque c'est lui le matériau dont il va extraire, mais en frappant dessus, donc en le pétrissant, en se détruisant ce matériau, et qui extrait quelque chose qui ne sera ni l'un ni l'autre, et qui pourtant vient de la plaie et du couteau. Et donc vaporisation et quoi déjà? Centration, oui, tout à fait. C'est-à-dire centration du moi, c'est moi, c'est moi le monde, etc. Et puis vaporisation, ça veut dire c'est être ailleurs, être dans les limbes, dans les hauteurs au-dessus du globe. Oui, c'est-à-dire que réellement, on peut lire ce poème pas du tout comme un vagissement dépressif, adieu, etc. Pas du tout, mais comme presque une ascèse de vie. C'est-à-dire, voilà où j'en suis. J'en suis à être devant quelqu'un qui me navre par ses efforts et sa minabilité pathétique. Et ce quelqu'un, c'est moi. Oui. Et je suis devant lui et j'aimerais l'aider, mais surtout qu'il comprenne un petit peu qu'on a de temps à autre un coup de néant à recevoir. Et un coup de néant qui peut-être va plus loin que la castration, comme on dirait en psy, ça veut dire la détumescence, la fin du désir. Oui, c'est la chute du désir. Et le rond, le globe, c'est la rondeur de son petit moi à lui, de son monde, de son petit monde. Pas seulement de l'univers entier, c'est pas une position mégalomaniaque. C'est une position extrêmement précise, ciselée, articulée, d'un rapport à l'humain en tant que digne de temps à autre, et même plus que ça, digne pour altérer le temps, pour bouger le temps, digne qu'on en sorte de l'humain que l'on croit être. Ce poème est une turbulence des mouvements entre le moi et le sujet poétique, d'où résulte la visée de dégager le sujet du poème ou le sujet poétique non seulement comme inhumain, hors monde, mais ancré sur un épuisement du monde. Un épuisement du moi.